Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine d'actualité internationale ailleurs dans le monde. À 10 mois de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump vient de prendre une grave décision aux répercussions imprévisibles. L'élimination du général iranien Qassem Soleimani dans une attaque de drone à Bagdad. Après 4 années à la tête de la première puissance mondiale, quel est le bilan de la politique extérieure et intérieure du président américain? Et quel sera l'aboutissement de la procédure de destitution de Donald Trump? C'est à ces questions que vont répondre le président de l'UNJCI, M. Jean-Claude Coulibaly, et le journaliste Thomas Guessambi. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour Fatim. Bonjour Fatim. Et merci d'être présent. Merci. Merci. Alors nous allons d'abord débuter cet échange avec la politique extérieure et bien sûr ce qui domine l'actualité internationale. L'assassinat de l'Iranien Qassem Soleimani. L'Irak craint une guerre dévastatrice. L'Iran a promis de se venger au moment opportun. Faut-il craindre l'embrasement du Moyen-Orient, messieurs? Thomas Guessambi. Merci Fatim. Ce que je dois dire, c'est qu'en relations internationales qui évoquent la question de politique étrangère, il faut retenir deux choses. La politique étrangère repose sur la dimension militaire, qu'on pourrait qualifier par les missiles, et repose sur un deuxième pied qui est la diplomatie. Donc il appartient au pouvoir légitime qui est au pouvoir d'user soit des missiles ou de la diplomatie. Dans ce cas de figure avec l'Iran, et tout ceci entre toujours bien en ligne de compte de la géopolitique et principalement de la géostratégie, la localisation des zones, la localisation des hommes, la stratégie à mettre en place pour atteindre un objectif. Donc pour les États-Unis, il y a 3 éléments qu'on reproche à l'Iran. On reproche à l'Iran à l'otage, du moins les événements de 1979, où 53 diplomates et quelques travailleurs américains avaient été pris en otage à Téhéran. Pour la grande puissance mondiale, c'est une humiliation qui est inacceptable. Deuxième élément que les États-Unis retiennent contre l'Iran, c'est la question du terrorisme. On pense que l'Iran est à merveille l'importateur du terrorisme dans le monde. Et troisième élément, l'Iran n'a jamais caché sa volonté de voir l'État hébreu être disloqué en lieu et place d'un État palestinien, mais multiethnique. Donc, dans cette dynamique, il faut œuvrer pour affaiblir l'Iran pour que, naturellement, ces 3 éléments reviennent en termes de fierté pour les États-Unis. Jean-Claude Coulibaly, sur la même lancée. Oui, moi je pense qu'il faut inscrire, en tout cas, je dirais, ce qui est arrivé il y a de cela quelques jours dans son contexte actuel. Voyez-vous qu'il y a eu l'attaque récemment de l'ambassade des États-Unis à Bagdad, qui a fait un mort. Je pense que, je dirais, l'assassinat ciblé du général Qassem rentre en fait dans un cadre de représailles. L'Amérique devait quelque part bander ses muscles parce que l'Amérique, c'est la première puissance mondiale, militairement parlant. Elle n'accepte pas en tout cas que certains chats, l'Amérique est le tigre, puisse titiller souvent la situation. Et c'est ce qui s'est passé lors de l'attaque de l'ambassade à Bagdad, où il y a eu un mort. Donc il fallait certainement que l'Amérique réagisse pour ne pas perdre la face. Oui, il faut inscrire vraiment cet assassinat dans ce contexte. Mais c'est comme ça que généralement que l'engrenage commence, puisque chacun va dire qu'il vient se répondre aux représailles précédentes. Oui. Là, on a vu l'Iran aussi qui a lancé des missiles. Oui, effectivement, il faut préciser aussi que la réaction américaine est un peu disproportionnée. Parce que, bon, c'est quand même le général Qassem Soleimani qui a été assassiné. Soleimani n'est pas n'importe qui, en tout cas, dans le système de l'État d'Iran, parce qu'il est le chef des opérations extérieures, celui qui est chargé de la politique extérieure militaire, en tout cas de l'Iran. Un poste hautement stratégique. Très stratégique. C'est lui qui est chargé, par exemple, de piloter certaines organisations dites terroristes, comme le Hezbollah et l'actuelle milice d'obédience iranienne qui sévit en ce moment en Irak. Donc, il était important vraiment de jauger les choses avant de prendre une telle décision qui est quand même lourde de conséquences. Je pense qu'à ce niveau-là, l'Amérique a eu un peu la main lourde, je dirais, le président Donald Trump a eu la main lourde, parce que c'est lui qui endosse cette responsabilité-là d'abord. Pour rester justement encore au Moyen-Orient, dès son élection, Donald Trump a choisi Riyad comme première visite d'État officielle à l'étranger.
Juste après, il va remettre en place les sanctions des États-Unis contre l'Iran. On sait que l'Arabie saoudite et l'Iran se livrent une guerre d'influence sous fond politique, religieux, depuis des décennies. Qu'est-ce qui justifie ce parti pris de Donald Trump, finalement, pour l'Iran, pour l'Arabie saoudite, bien évidemment? Oui, c'est ce que j'évoquais tantôt. Sur la scène des relations internationales, il y a forcément ce que c'est que la géopolitique et la géostratégie. Donc je vous ferai de l'économie ici de définition des notions et des thèmes. Mais ce que je dois dire, c'est que dans les relations internationales, autant pour moi, il y a ce qu'on appelle les agendas cachés. On attend juste une opportunité. Je dois vous dire que depuis 2005, sous George Bush, il y avait toujours cette volonté d'attaquer l'Iran. Donc on réfléchissait, est-ce que ça allait être par une invasion, est-ce que ça allait être par la révolte du peuple. Mais ici, on profite d'une occasion de l'ambassade des États-Unis en Irak qui a été attaquée pour réagir. Mais ici, quand Donald Trump arrive naturellement au pouvoir, il a, lui, son plan. Comment faire pour affaiblir, comme je vous l'ai dit, les 3 éléments qu'on reproche à l'Iran ne sont pas encore effacés dans l'esprit américain et encore moins dans l'esprit des dirigeants républicains que sont naturellement Bush comme Donald Trump. Donc, quand on arrive, quels sont les moyens qu'on pourra utiliser pour affaiblir l'Iran? Donc, on sait que l'Iran est opposé à l'Arabie saoudite sur le plan religieux. Et les 2 positions seront diamétralement opposées toujours. Ensuite, il y a la question du terrorisme, où on pense que c'est l'Iran qui soutient le Hezbollah. Oui, mais on le dit aussi du Qatar, de tous les pays du Moyen-Orient presque. Non, mais là, on parle de l'Arabie saoudite. Vous dites il s'appuie sur l'Arabie saoudite et non pas sur l'Iran. Donc c'est ce que je suis en train de dire. C'est vrai que sur la scène internationale, l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ennemi, mais en passant par l'Arabie saoudite, les États-Unis pensent que ce serait un partenaire idéal dans cette région-là pour affaiblir un peu les velléités de l'Iran. Oui, il faut partir du fait d'abord que l'Arabie saoudite est un allié traditionnel des États-Unis. Malgré le 11 septembre. Oui, bien sûr. En dépit de tout ce qu'on peut comprendre au niveau du terrorisme, c'est le développement du 11 septembre que vous venez d'évoquer, et même les différents soupçons, en tout cas de financement du réseau terroriste tel que Al-Qaïda et même aujourd'hui l'État islamique. Il est clair que l'Arabie saoudite reste vraiment l'allié solide et traditionnel des États-Unis. L'Arabie saoudite n'existe véritablement que par le soutien des États-Unis. Ça, il faut le rappeler. Mais pour des raisons que vous pouvez aisément imaginer, à cause du pétrole, bien sûr, puisque c'est le premier pays producteur du pétrole, donc c'est un allié stratégique. Donc il est clair que chaque fois que les États-Unis vont intervenir, en tout cas dans cette région-là, il est clair que ce sera en s'appuyant sur l'Arabie saoudite. Au-delà vraiment des considérations, je dirais, ethniques et religieuses, parce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle un antagonisme entre l'Arabie saoudite, qui est le champion de ce qu'on appelle des sunnites, et l'Iran, qui est en tout cas championne dans vraiment la défense des causes des chiites. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les intérêts. Parce que n'oubliez pas que les relations internationales s'appuient sur toujours les jeux des intérêts. C'est ce que De Gaulle disait, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. On va parler d'une autre décision majeure du président Trump, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. 3 ans après, quel est l'impact d'une telle décision qui avait fait couler beaucoup d'encre et aussi malheureusement du sang? Non, Donald Trump incarne vraiment une certaine Amérique. Donald Trump est un conservateur, un néoconservateur. Et sa politique, en tout cas, sa ligne sur cette philosophie politique, si je peux m'exprimer ainsi. Donald Trump ne fait que dérouler, en tout cas, le programme qu'il a présenté aux Américains et qu'ils ont élu sur la base de ce programme. Voyez-vous, Donald Trump, si vous voulez, ceux qui sont derrière Donald Trump, c'est au moins 80 millions d'Américains qui sont d'obédience évangélique, c'est-à-dire protestants évangéliques, ou bien protestants de tout genre. Le transfert de la capitale de Tel Aviv à Jérusalem rentre dans ce cadre-là, en fait. Donc Donald Trump ne fait que dérouler un logiciel qui a été déjà préparé, sur la base duquel il a été élu. Vous pensez que c'est pour faire plaisir à son électorat, pour le séduire? Oui, bien sûr. Mais sachant que cette décision avait déjà été entériné avant même Obama, mais aucun président américain ne l'avait réalisé. Parce que justement... Parce que c'est un sujet sensible. Oui, sensible, mais parce que justement, lorsqu'il était candidat, il a promis cela.
Il a promis que moi, si je suis élu, en tout cas, je ferai en sorte que Jérusalem soit effectivement, la capitale d'Israël soit effectivement transférée à Jérusalem. L'ambassade, en tout cas, je vais dire l'ambassade des États-Unis en Israël, soit transférée à Jérusalem. Donc, et c'est ce qu'il a fait en fait. C'est une promesse de campagne et rien d'autre qu'il a pu alors vous écoutez, Donald Trump dit fait ce qu'il a dit et aussi met fin finalement à des statu quo qui perdurent depuis longtemps sur certaines situations géopolitiques. Donc oui. C'est quelque chose de positif à vous écouter? Oui, si Jean-Claude le permet, ce qu'il faut reconnaître à Donald Trump, c'est aussi quand même son courage à traduire dans les faits les promesses. On sait tous ici que la nourriture des électeurs, la nourriture d'un peuple, ce sont les promesses. Et les promesses, tous ceux qui veulent un jour diriger les différents pays en font. Mais combien sont-ils réellement qui traduisent ces promesses en actes? Et comme vous le dites si bien, depuis 2008, la décision a été prise au temps de Clinton, Bill Clinton, pour le transfert de la capitale. Après Clinton, on a eu Bush, après Bush, on a eu Obama. Personne de ces présidents-là n'a eu le courage de traduire dans les faits. Donc ici, Donald Trump montre réellement qu'il est différent des autres. Et que quand il promet, il le fait. Et puis sans doute, on ne peut pas aussi mener une politique sans appui comme il peut l'évoquer. Israël est un partenaire extrêmement important pour lui dans sa politique extérieure. Alors il faut rappeler qu'en fait, Donald Trump ne fait pas partie vraiment de l'établissement politique. Il a un autre profil. C'est un profil qui n'est pas le profil traditionnel que nous connaissons. C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Donc, un homme d'affaires, il sait prendre les décisions. C'est-à-dire, lui, si vous voulez, c'est l'efficacité. C'est ce qu'on appelle une obligation de résultat. C'est dans ce thème qu'il réfléchit. Et donc, sa démarche politique va dans ce sens. Voilà pourquoi on a l'impression que c'est quelqu'un qui est un va-t-en-guerre ou bien c'est quelqu'un véritablement qui ne mesure pas les conséquences avant de prendre ses décisions. Mais en réalité, c'est dans le moule dans lequel il est sorti qui l'emmène ainsi. On peut dire que c'était quelqu'un qui est courageux parce qu'il arrive plus ou moins à imposer, en tout cas, ses décisions, sa vision. Mais encore, il faut-il reconnaître que dans ce genre de contexte, lorsque dans un contexte de crise, comme on le constate dans ces derniers jours, c'est quand même assez difficile de tenir. Parler de courage, il n'a pas la langue de bois, mais des fois, il n'est pas très diplomate. On se souvient tous de ce qu'il a dit des pays africains, des pays de merde. En parlant de nous, hein, quelque part. C'est ce que je viens de dire. Il n'a pas le langage policé, il n'a pas le langage adapté des hommes politiques qui sont dans le sérail depuis longtemps. Barack Obama, c'est quelqu'un qui a fait ses armes en politique depuis qu'il est jeune. Avant lui, il y avait George Bush fils, c'est la même chose. Et ainsi de suite, etc. Mais c'est un peu ça. Or, Donald Trump, il a été toujours homme d'affaires depuis qu'il est tout jeune. Et donc, son langage n'est pas adapté, en fait, si vous voulez, oui, à ce qu'on appelle le politiquement correct. Voilà, politiquement correct. En fait, non, ce qu'il faut dire ici sur Donald Trump, il faut faire le distinguo entre un élu, quelqu'un qui a occupé des fonctions d'élu, et quelqu'un qui a été toujours dans la politique. Il est entré dans la politique depuis longtemps quand même. Il a été à la fois au départ, il s'est lancé avec le Parti républicain, après il a fait une décennie au Parti démocrate, il est revenu. Et je pense que son inspiration est même partie d'un président, le président Reagan, qui pour lui était un exemple à suivre. Bon, peut-être que le gars aussi a été un acteur comme lui. Donc ici, on ne peut pas dire qu'il ne connaissait pas la politique. Il est passé d'une position de faiseur d'homme à lui-même se faire. Et c'est là qu'il dirige. Alors, on va s'intéresser aussi au conflit avec l'Asie. Hein. Non, et avant d'ajouter, il faut faire attention à ce qu'on appelle le politicien professionnel. Donald Trump, c'est vrai qu'il a fait des immixtions dans le monde politique, mais ce n'est pas un politicien professionnel, comme on peut le dire, à l'image d'un Barack Obama, qui, véritablement, depuis Harvard, a appris véritablement à prendre la parole, a appris à mener les gens et a appris un jour, peut-être, pourquoi pas, comme il a fait, il a réalisé son rêve, à devenir un jour président des États-Unis. Il y a, par exemple, la famille Bush, où les gens ne rêvent qu'à devenir président des États-Unis. Le père a été président des États-Unis, le fils aussi l'a été. Donc, cela, on peut parler de politiciens professionnels. Mais ce n'est pas le cas de Donald Trump. Élu, voilà. Élu, mais pas professionnel. Je peux être professionnel de la politique, mais sans me présenter aux élections. On parle de l'Asie, messieurs. L'administration Trump cherche à accroître encore les sanctions contre Huawei. Les États-Unis d'Amérique et la Chine se livrent finalement une guerre pour la première place sur le plan économique. N'est-ce pas le véritable enjeu de cette guerre commerciale qu'on a pu suivre comme un feuilleton tout l'été dernier? Oui, bien sûr.
Bon, vas-y. Oui, ce que je dois dire, c'est qu'aujourd'hui, les projecteurs de l'actualité sont braqués peut-être sur la politique de Donald Trump. Mais si vous parcourez l'histoire des relations entre la Chine et les États-Unis, si vous parcourez l'histoire entre les relations entre les États-Unis et le reste du monde, vous verrez que la politique de l'isolationnisme, la politique de protectionnisme a toujours existé. Et ce n'est pas la première fois qu'elle est pratiquée ici avec Donald Trump. Pour lui, il est venu sous la bannière America First. On en parlera après de la politique intérieure. Bien entendu. Donc, c'est au nom de cette bannière qu'il déploie sa politique. Et elle lui a produit des résultats avec de grosses firmes qui sont revenues aux États-Unis. Et naturellement, comment faire pour contrer? Bien entendu que la Chine, dans son expansion, peut effrayer. Personne ne veut quitter sa position de première puissance économique, militaire mondiale au profit... ce n'est pas vraiment dans une assemblée d'enfants de cœur. Oui, non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est deux géants qui se battent, comme vous l'avez si bien dit, en tout cas sur le terrain commercial. Voyez-vous, le combat a commencé, ce n'est pas aujourd'hui, cela fait 5 ans. La Chine est en passe de devenir, sinon la Chine est plus ou moins la première puissance commerciale. On ne le dit jamais, mais... Pas économique, mais commerciale. Première puissance commerciale du monde. La Chine l'est. La Chine devait encore aller un peu plus loin, en mettant au point, en mettant en œuvre, comme on appelle ça, la 5G. Oui. Mais si la Chine met la 5G avant, par exemple, des géants comme Apple et autres, il est clair que c'est l'économie américaine qui risque de s'écrouler. Donc il fallait vraiment trouver le mécanisme pour empêcher, en tout cas, qu'il y ait un séisme économique au niveau des États-Unis d'Amérique. Et je pense que c'est ce que le président Donald Trump est en train de faire, lui qui a dit que l'Amérique doit redevenir grande. On revient sur la politique intérieure. Thomas, on parlait tout à l'heure de fameux slogan du candidat Trump, puis président Trump, America First. Quel est le bilan économique et social de Donald Trump? Un bilan mitigé, sans que je ne sois équilibriste, même si je suis toujours et je reste impressionné par la personnalité spirituelle particulière du président américain. Je dois dire que le débat, c'est de dire que Barack Obama avait déjà préparé un terreau fertile sur lequel vient bénéficier le président américain, mais au constat des salaires qui étaient stagnés au moins pendant une décennie, ont pu regrimper. Au constat, la croissance économique est soutenue, elle est entre 3 et 5%. Le produit intérieur brut est passé à 9%. Donc, il y a des acquis en matière économique. En matière sociale, bien entendu, il a commencé dans le feu de l'action où les contestations de son élection au premier jour et aujourd'hui encore on parle de destitution. Donc l'Amérique, en termes de politique intérieure, reste un peu divisée. Jean-Claude parlait tout à l'heure des conservateurs qui, eux, croient dur comme du fer que c'est un président qui est en train d'abattre un travail remarquable et qu'il faudrait autant pour moi peut-être reconduire. Sur le bilan économique et social. Non, le bilan peut-être pour nous autres qui regardons l'Amérique de l'extérieur peut paraître mitigé. Mais en tout cas, les clignotants, les signaux sont vraiment ouverts, en tout cas aux États-Unis, surtout économiquement parlant. C'est pourquoi Donald Trump, voyez-vous, malgré tout ce qui se fait en ce moment, malgré les critiques qu'il essuie tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, sa cote de popularité, en tout cas, est encore haute. Très haute. Donc, je pense que c'est dû au fait que, en tout cas, actuellement aux États-Unis, c'est historique ce qui se passe aux États-Unis au plan économique. L'Amérique ne s'est jamais autant portée aussi mieux, en tout cas, que ces années de Donald Trump. Certes, on dit que cela a été préparé par Barack Obama, mais il est clair que c'est lui qui est, en tout cas, la baguette et que, en tout cas, l'économie américaine se porte mieux. Et c'est à son actif. Voilà. D'accord, mais après, sur le plan, peut-être, comment dire, de la mentalité des mœurs, du vivre ensemble, est-ce que Donald Trump n'a pas fracturé la société américaine qu'il était déjà? Bien sûr qu'il a par son discours. Parce que son discours, comme je l'ai dit, n'est pas politiquement correct. C'est un discours vraiment qui ne s'embarrasse pas d'oripeaux. Il ne porte pas les gants lorsqu'il doit parler. Il a vraiment un langage très direct et cru.
et notamment ça ne peut qu'exaspérer certaines tensions, certains antagonismes au sein de la société américaine qui est, il faut le reconnaître, est multiraciale. Voilà. Non, il faut peut-être dire qu'en matière politique, on s'arrange toujours pour être les correctement politiques, mais on a en face de nous ici quelqu'un qui ne sait pas cacher ses opinions sous une chapelure édulcorante, qui dit ce qu'il pense. Mais à la vérité, c'est qu'il n'a pas été élu et après, il a adopté ce langage. Il avait ce langage avant d'être élu. Donc c'est une continuité en fait. Et je dois dire que... Mais à laquelle on ne se fait pas peut-être. Non, je dois dire que pour ma part, on a vu sous le président, son prédécesseur, qui était d'origine peut-être africaine, où la question raciale battait son plein. Je pense que ce n'est pas au même niveau qu'on a connu, par exemple, sous Obama, qu'on est en train de connaître sous lui, même si ils n'ont pas encore passé le même temps au pouvoir. Donc je dois dire que les questions d'opinion existent dans tous les pays. Et il en existera toujours aux États-Unis. Donc cela ne veut pas dire qu'il a exacerbé. Je ne vois vraiment pas le déchirement véritable qu'il a créé. Le discours par exemple, vient en tout cas du chef. C'est le chef véritablement qui donne le rythme dans une société. Lorsque le chef a un discours apaisant, la société, en tout cas, s'impose même le droit de devenir apaisante elle-même. Mais lorsque le discours est un peu exacerbé, comme on le voit souvent avec Donald Trump, il est clair que ça crée des frictions. On a vu ici que lorsqu'il y a eu, par exemple, l'année dernière, la réunion des suprématistes blancs, où il y a eu des victimes, le fait que Donald Trump cautionne, en tout cas, cet incident-là, a créé des exacerbations, en tout cas dans la société américaine, il est clair. C'est-à-dire, lorsqu'il parle, non, je suis d'accord que c'est un néoconservateur. Tout néoconservateur, effectivement, le discours est basé sur le puritanisme américain qu'on connaît, est basé sur ce qu'on appelle une certaine grandeur de l'Amérique, une certaine suprématie de l'Amérique. Il est clair, mais lorsqu'on prend le discours social de Donald Trump, il faut le dire, c'est une catastrophe parfois. Parce qu'il ne fait pas attention. Peut-être qu'il s'est dit que la société américaine est majoritairement blanche, mais il ne fait pas attention aux minorités. Et ça pose souvent problème. Mais est-ce que ce n'est pas la revanche, on a dit de l'élection de Donald Trump, que c'est la revanche des Blancs, des WASP américains sur l'élection précédente d'Obama? Si Donald Trump n'est pas passé maître dans l'oratoire comme Barack Obama, mais je ne vois pas Barack Obama avec tout le talent oratoire qu'on lui a reconnu, n'a pas empêché que les Noirs se sentent beaucoup plus brimés du temps de sa gouvernance qu'aujourd'hui sous Donald Trump. Donc, je ne pense pas qu'il ait demandé qu'il y ait un jeu de caste basé sur la pigmentation qui pourrait peut-être conduire les Blancs à un autre niveau. Non. Ce que je dois dire, c'est que l'homme exprime ses pensées telles qu'il est. Et si on doit parler de déchirement, je ne vois pas beaucoup plus de déchirement des sociétés américaines sous la gouvernance Trump que ce qu'on a pu observer sous Obama, avec tout le discours policier qu'il avait. J'aimerais qu'on passe maintenant à l'élément suivant qui concerne la destitution, la procédure du moins de destitution du président Trump. On en parle juste après. Depuis que le président Trump a été investi, les appels à sa destitution se sont multipliés. Conflits d'intérêts potentiels, collusion avec la Russie, partage de secrets d'État, les soupçons et les polémiques s'accumulent sur le président des États-Unis. Mais peut-il être vraiment destitué ? Pour le savoir, il faut déjà comprendre comment fonctionne la procédure. La destitution, ou impeachment en anglais, c'est la disposition qui permet au pouvoir législatif de démettre un haut fonctionnaire. Ça ne concerne donc pas que le président. Un membre du gouvernement ou un juge fédéral, par exemple, peuvent aussi être destitués. Alors, dans quel cas ? Eh bien, selon l'article 2 de la Constitution des États-Unis, un haut fonctionnaire peut être destitué sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autre crime et délit majeur. En clair, ce n'est pas très clair. Un large champ est ouvert à l'interprétation. Impeachment for that? Mais voici comment cela se déroule. Pour lancer une procédure de destitution, la Chambre des représentants doit d'abord désigner une commission. C'est cette commission qui rédige les actes d'accusation. Ensuite, cette mise en accusation doit être votée à une majorité simple, toujours par la Chambre des représentants. Enfin, troisième étape, le procès au Sénat.
La mise en accusation votée à la Chambre des représentants fait l'objet d'un procès au niveau du Sénat. À l'issue de ce procès, c'est au tour des sénateurs de voter. Pour que la destitution aboutisse, il faut qu'elle obtienne les 2/3 du vote. Voilà donc comment l'impeachment fonctionne, mais en réalité, ça n'aboutit jamais. Sur les 45 présidents des États-Unis, 3 ont fait l'objet d'une procédure de destitution. Aucune n'a abouti. La raison est simple. Au-delà d'être une procédure juridique, la destitution est surtout très politique. Tout repose sur les majorités à la Chambre des représentants et au Sénat. Richard Nixon, par exemple, a quitté de lui-même la présidence des États-Unis parce qu'il savait qu'il n'avait pas beaucoup de soutien, y compris dans son propre camp. A l'inverse, Donald Trump, lui, est plutôt à l'abri pour le moment. Les républicains sont majoritaires au Sénat et actuellement, ils n'ont pas envie de se débarrasser de leur candidat. Et ils n'auraient pas grand-chose à y gagner. Mais au fur et à mesure que les scandales éclatent, leur position pourrait bien changer. It's a joke. Impeachment for that? On a entendu les derniers mots de Donald Trump, on vient de parler longuement de son style. Messieurs, très simplement, cette procédure peut-elle aboutir? Jean-Claude Coulibaly. Non, il n'y a pas de chance que cette procédure aboutisse. Parce que, tout simplement, comme on l'a vu un peu dans l'élément qui vient de passer, les démocrates sont majoritaires à la Chambre des représentants, mais les républicains sont majoritaires au Sénat. Donc il est clair que au niveau de la Chambre des représentants, la procédure a été déjà engagée et maintenant cela a été transmis au Sénat. Il appartient maintenant au Sénat de décider s'il faut destituer Donald Trump et je ne pense pas que cela puisse se faire. Moi, je reste un peu mesuré. On a dit ici que Donald Trump ne pouvait jamais gagner les élections devant Clinton. Il les a remportées. Et je dois dire que la velléité qui a commencé avec les honneurs du rejet de son élection depuis les premières heures de la déclaration de sa victoire dans les rues, jusqu'à ce qu'on en arrive à la Chambre des représentants pour qu'en janvier prochain on parle du rencontre du Sénat. Je ne sais quoi dire, mais je sais que l'homme reste l'homme et que naturellement les opinions dans la société américaine peuvent être défavorables, mais en matière de politique, il y a quand même des données qui sont très importantes qui font qu'on peut dire que ce n'est pas sûr qu'une telle procédure aboutisse. Alors messieurs, dernière question. La Constitution américaine permet au président en exercice de se présenter, ou du moins de prétendre à un second mandat. Donald Trump peut-il être réélu en 2020? Jean-Claude Coulibaly? Oui, pour moi, Donald Trump sera réélu. Je donne deux grandes raisons. La première raison, c'est que la politique de diabolisation, en tout cas de ses adversaires, n'a pas marché. C'était, si vous voulez, la dernière carte qui a été jouée, c'est celle de la procédure de l'impeachment, mais qui ne marchera pas. Et en plus de cela, vous remarquez que les démocrates ont du mal vraiment à se trouver un candidat capable de battre Donald Trump. Vous savez que l'élection présidentielle, c'est un rendez-vous avec une personnalité avec son peuple. Donc il est clair que s'ils ne trouvent pas un candidat capable de battre Donald Trump, et ce qui ne sera pas le cas parce qu'ils n'ont pas assez de temps, on est à 10 mois des élections, il est clair que c'est le boulevard pour Donald Trump. Moi, je suis heureux de l'analyse de Jean-Claude qui donne déjà Donald Trump non seulement candidat en 2020 et vainqueur, mais je dois dire que les velléités de contestation au sein du même parti où Bush père voulait voter Clinton et Bush fils voulait voter blanc n'ont pas empêché Donald Trump de gagner. Mais ici, ce que je remarque, à la différence de beaucoup de politiques, de beaucoup de dirigeants qui arrivent au pouvoir après des promesses et qui ne les réalisent pas, pour avoir tenu certaines promesses de campagne, je pense que c'est quand même un fond sur lequel il peut bâtir et aller pour un deuxième mandat. C'est la fin de cette émission. Messieurs, merci beaucoup pour tous vos éléments de réponse. On se quitte sur cette citation. On fait la guerre quand on veut, mais on la termine quand on peut, du célèbre Machiavel. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et à samedi prochain.